Bonjour, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Première chose, on n'a jamais parlé autant de science, de recherche sur la place publique. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Ici au Québec, au Canada, en Europe, donc énormément de présence de la science dans les médias, que ce soit plus traditionnels ou les réseaux sociaux. Donc énormément d'activités de ce côté-là, une très belle participation des chercheurs de toutes disciplines, bien sûr des virologistes, mais aussi des experts en santé publique, en santé mentale, décision sur base de données probantes, donc énormément de présence de la communauté scientifique. Ce qui a changé par rapport à la réalité plus habituelle, c'est la rapidité avec laquelle les scientifiques en chef ou les aviseurs dans les gouvernements ou les académies ont dû se retourner pour donner, faire des suggestions, des recommandations à nos élus, au gouvernement. Donc, ce n'était plus une question de prendre quelques heures, quelques jours pour faire des recommandations, c'était presque à la minute. Donc, on était sur appel, si on veut, les interactions avec les autorités gouvernementales 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Donc, c'est pas le temps. Ce qu'on a appris peut-être, c'est pas le temps d'essayer de consulter les livres de base sur le conseil scientifique, les bases du conseil scientifique. Il faut être capable de le faire en temps réel. C'est peut-être la plus grande leçon que moi j'ai apprise. Donc, d'être capable de réagir dans l'urgence avec des connaissances scientifiques partielles. Donc, on apprenait des nouveautés sur le fonctionnement du virus en même temps qu'on devait faire du conseil scientifique. Donc, ça veut dire que des fois, les recommandations à nos élus, à nos gouvernements, sont loin d'être parfaites. Et ce qu'on doit faire dans ce cas-là, c'est être le plus honnête possible, que ce soit pour un conseiller scientifique ou pour des chercheurs, d'être capable de dire à nos autorités, c'est ce qu'on sait maintenant, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Souvent, c'est pas parfait. Pour le décideur, c'est un peu plus compliqué, mais on ne doit pas survendre ou mettre trop d'emphase sur certains aspects, certaines données qui n'ont pas été validées complètement au niveau expérimental. Donc, vraiment d'être très honnête dans nos recommandations avec ce qu'on sait le plus positif, mais ce qui est aussi un peu plus négatif. Peut-être un autre grand point, un aspect important de ce qu'on a appris pendant cette pandémie-là, c'est qu'on ne peut pas créer de nouveau du conseil scientifique sur demande. Il faut qu'il y ait déjà des bonnes bases, des bases solides qui sont établies dans la façon habituelle de fonctionner du gouvernement. Donc, ça nous prend la confiance des élus et on ne peut pas créer ce genre de conseil scientifique lorsqu'on est en état d'urgence. Si on essaie de le faire, on va faire beaucoup d'erreurs. Donc, peut-être grande leçon de cette pandémie, c'est vraiment être honnête avec les élus, leur faire des recommandations basées sur la science que l'on connaît, leur expliquer la méthode scientifique et travailler avec des collègues un peu partout dans le monde pour essayer de faire des recommandations qui sont les plus justes possibles.
cette pandémie-là est la pandémie COVID très particulier. C'est quand même rare au cours du dernier siècle où on a vraiment des pandémies, une situation globale qui touche tous les pays, toute la planète. Très différent d'un tremblement de terre qui est localisé, d'un tsunami, souvent d'autres événements dramatiques qui sont arrivés, comme des côtés un peu de radicalisation. Mais là, ici, on est dans quelque chose de planétaire, qui aussi fait beaucoup de victimes. Ou si les gens ne décèdent pas, ils souffrent, ils sont en situation d'urgence, intubés pour être capables de survivre aux effets de cette pandémie-là. Donc, ça a généré, bien sûr, de l'inquiétude dans nos gouvernements, pour les conseillers scientifiques, quel genre d'avis on doit donner pour essayer de diminuer l'impact de cette pandémie-là, mais aussi, bien sûr, tous nos concitoyens. Dans la société civile, tout le monde s'est senti interpellé par cette pandémie-là. Plusieurs d'entre nous avons eu des êtres chers, des parents qui sont décédés de cette pandémie-là. Donc, ça a créé un état d'anxiété généralisé un peu partout dans le monde. Et pour les personnes qui ont déjà un tempérament un peu plus anxieux, ben, ça ne fait que d'exacerber cette situation-là. Les nouvelles, 24 heures par jour, qui viennent de partout à travers le monde, nous donnent les derniers résultats de la pandémie. Combien de décès dans le pays A par rapport au pays B? Combien de personnes affectées? Combien de personnes positives? Et c'est 24 heures par jour. Donc encore là, ça augmente le niveau d'anxiété dans nos communautés. Les réseaux sociaux, plein de points très, très positifs, permis d'échanger vraiment beaucoup à nos chercheurs en termes de sciences ouvertes en utilisant ces mécanismes-là, vraiment permis d'échanger rapidement sur les nouvelles connaissances sur le virus. Mais en même temps, des fausses nouvelles basées sur des fois des résultats scientifiques partiels, non confirmés à grande échelle, d'autres fois sur des croyances non fondées. Là aussi, ça circule très rapidement et encore une fois, ça va augmenter l'anxiété chez les personnes qui ont un tempérament un peu plus anxieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire comme chercheur, comme conseiller scientifique? Je pense qu'il faut être présent. Il faut être présent dans ces situations-là, que ce soit via les journaux, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit des conférences publiques, pour essayer d'expliquer à nos concitoyens ce que veut dire les résultats de recherche du jour et expliquer davantage aussi la méthode scientifique qui se construit sur une répétition d'expériences, une répétition de résultats de recherche un peu partout dans le monde. Ce n'est pas sur le résultat du jour qui, des fois, peut donner de faux espoirs. On l'a vu avec certaines propositions d'utilisation de médicaments. Lorsqu'on a fait des études plus poussées, ça s'est avéré que non. C'était pas vraiment, ça fonctionnait pas vraiment. Donc mais c'est important que les chercheurs soient présents pour expliquer à nos concitoyens la méthode scientifique et, si possible, dans certains cas, dans des projets de recherche reliés à la COVID, d'impliquer le citoyen. Donc, d'avoir des projets de recherche en co-création avec les patients, avec les personnes qui ont souffert de cette pandémie-là. Ce qu'on a essayé de faire, par exemple, ici au Québec, en créant un réseau de recherche sur la COVID
qui est co-dirigé par un patient partenaire. Donc, il y a différents modèles à travers le monde, mais c'est un sur lequel on est assez fiers. Donc, impliquer le citoyen, impliquer les médias, les journalistes, impliquer les gouvernements pour que tous comprennent mieux ce que veut dire les résultats de recherche de la semaine et aussi essayer de mettre moins d'emphase sur ce qu'on pourrait appeler les fausses nouvelles. Mais on n'a pas trouvé encore la solution parfaite pour être capable de diminuer l'impact de certaines de ces fausses nouvelles-là sur nos concitoyens. Il faut y travailler et il y a probablement une programmation de recherche à faire à l'échelle internationale sur ce sujet-là. Donc peut-être que ici, des organisations comme l'UNESCO, des organisations comme INSA pourraient être des partenaires pour faire de la promotion de recherche, programmation de recherche par rapport aux fausses nouvelles dans différentes régions du monde. Parce que dépendamment des sociétés, ça peut être assez différent, les biais qui peuvent être introduits par ce type de fausses nouvelles-là. Donc vraiment, utiliser la science, la recherche, pour ouvrir des portes, pour ouvrir des frontières. Serait peut-être la façon de parler de diplomatie scientifique. Ça s'est fait beaucoup pendant la pandémie, parce que plusieurs des grands projets de recherche étaient vraiment des collaborations internationales avec une science ouverte, donc les données disponibles à tout le monde. Il y a énormément d'interactions entre les chercheurs de partout à travers le monde qui pouvaient aider à formuler des recommandations. Donc les conseillers scientifiques pouvaient s'appuyer sur des regroupements de chercheurs internationaux pour faire des recommandations à leur gouvernement, adaptées à la situation locale. Donc je pense que de ce côté-là, la diplomatie scientifique a aidé et j'espère qu'elle va aider encore davantage si on pense à une deuxième vague de la pandémie ou à la prochaine pandémie. Parce qu'on s'est rendu compte que des conseillers scientifiques, de la diplomatie scientifique peuvent être très aidants pour essayer de diminuer les impacts de grandes catastrophes comme la pandémie COVID-19. Donc on espère que ça va avoir validé aux yeux de plusieurs gouvernements l'importance de la recherche, de la science et de la diplomatie scientifique au niveau international. Donc, de valoriser la diplomatie scientifique davantage en international. C'est un peu l'objectif d'INSA depuis sa création, d'essayer de faciliter, d'augmenter les capacités d'interaction chercheurs-sciences avec les hauts fonctionnaires et les gouvernements via différents types d'activités, incluant des activités de diplomatie scientifique. Et nous, ce qu'on espère continuer à faire au niveau de notre bureau à Montréal, c'est d'être un partenaire important dans la francophonie. Donc, le volet diplomatie scientifique dans le monde francophone. Il y a peu de conseillers scientifiques dans la francophonie. Je suis à peu près une exception de ce côté-là, mais c'est sûr que ce n'est pas le seul modèle. On peut avoir l'implication d'académies, de groupes d'experts, mais c'est important de travailler ensemble, de créer un réseau fort en conseil scientifique dans la francophonie. Ici, en Amérique du Nord, bien sûr en Europe et en particulier en Afrique, pour encore une fois adapter les façons de faire au contexte local. Et ça, c'est une des grandes priorités d'INSA, du côté du volet francophone, francophonie, donc augmenter tout ce qui est capacité en diplomatie scientifique dans la francophonie. Donc,
En résumé, en conclusion, je pense que la pandémie a démontré l'importance du conseil scientifique partout dans le monde et aussi démontré que ce n'est pas quelque chose que l'on peut créer sur demande. Il faut vraiment avoir une planification à long terme d'appui au conseil scientifique, à la diplomatie scientifique dans nos gouvernements pour être capable de mieux répondre aux défis posés par des catastrophes comme la pandémie COVID-19.